Et puis la grande inconnue pour Edward Snowden, l'informaticien américain a demandé l'asile à une vingtaine de pays pour l'instant sans réponse positive. Il reste coincé à l'aéroport de Moscou, mais il renonce à rester en Russie car il souhaite poursuivre ses révélations sur le programme de surveillance américain. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique avec Sonia Patricelli. Bonsoir Sonia. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir? Quel est le sommaire de l'émission? De l'ancien président tchadien Hissène Habré, écroué ce soir à Dakar. Barack Obama a conclu sa tournée en Afrique par la Tanzanie, à suivre l'analyse de notre invité Adam Agaï sur l'opération de rattrapage du président américain. Et puis il fallait s'armer de patience pour faire un plein aujourd'hui à Lagos ou Abuja. Une grève nationale a été lancée par les salariés du pétrole au Nigeria. Et d'abord donc direction Dakar, après 22 ans d'exil au Sénégal, Hissène Habré, qui n'avait pas été inquiété jusqu'ici, est sous les verrous. Et tout s'est accéléré ces dernières 48 heures pour l'ancien président tchadien âgé de 71 ans. Après 2 jours de garde à vue et une longue audition, les juges des chambres spéciales l'ont inculpé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il est apparu vêtu de blanc sous haute sécurité à Dakar. Maître Diouf, un des avocats d'Hissène Habré, s'est exprimé au micro de Tatiana Mosso, expliquant que l'ex-président tchadien ne reconnaît pas cette juridiction spéciale. Il en critique la composition. Habré ne reconnaît pas ces chambres africaines extraordinaires. Il n'a répondu à aucune question des juges qu'il ne reconnaît pas. Il n'est pas prêt à cautionner la forfaiture. Nous ne reconnaissons pas ces chambres africaines extraordinaires où il n'y a aucun juge non sénégalais. Nous retrouvons à Dakar notre correspondante Tatiana Mosso. Tatiana, il était un symbole d'impunité. En 48 heures, tout a changé, tout a basculé pour Hissène Habré. Est-ce qu'on se dirige réellement vers un procès ? Écoutez, effectivement, en 48 heures, la machine judiciaire s'est emballée. Tout porte à croire, en effet, que nous nous dirigeons enfin vers un procès après 22 ans d'exil et sans être inquiété, puisque Hissène Habré vivait dans un quartier résidentiel de Dakar et où il recevait de temps en temps de la visite, mais où les voisins le décrivaient comme quelqu'un de calme, de gentil, de jovial. Hissène Habré a été entendu, vous l'avez dit, pendant plus de 6 heures par la commission d'instruction. Et c'est un Hissène Habré visiblement en forme qui est sorti de cette audition. Il a salué les quelques ressortissants tchadiens qui étaient venus le soutenir et qui l'ont applaudi et qui dénonçaient aussi vigoureusement cette inculpation. Ensuite, il a été escorté par des dizaines d'agents de la BIP. L'ancien président tchadien a été emmené dans un véhicule sombre sans plus de précision sur le lieu où il serait détenu. Mais certaines sources ce soir certaines sources proches du dossier ce soir parlent d'une détention préventive qui aurait lieu au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec, une structure dans le centre de Dakar qui accueille habituellement des détenus malades. Merci Tatiana Mosso. Et on va revenir à présent sur autre chose, sur la tournée africaine de Barack Obama. C'était un voyage événement. Le président américain a donc conclu ce voyage officiel par la Tanzanie. Oui, 2 images marquantes pour ce mardi. Tout d'abord, le dernier discours du président américain sur le site électrique d'Ubungo. Les États-Unis ont aidé financièrement à le remettre en fonction. Obama a expliqué que les États-Unis, via de tels partenariats, pouvaient apporter l'électricité à 20 millions de foyers en Afrique. Et puis une deuxième image plus symbolique qu'on va regarder ensemble, Barack Obama et son prédécesseur George W. Bush, côte à côte, mais à l'étranger. C'est une image assez inédite. Oui, c'est toujours en Tanzanie. George Bush s'est lancé dans des missions d'aide à l'Afrique. Les 2 hommes ont déposé une gerbe au mémorial des victimes de l'attentat contre l'ambassade américaine de Dar es Salaam, qui avait fait 11 morts et 70 blessés. Le 7 août 1998, un autre attentat ensanglantait la représentation américaine au Kenya. George Bush était alors président. On voit les 2 chefs d'État saluer des proches des victimes de l'attentat de Dar es Salaam. Adam Agaï est en ligne avec nous de Dakar pour commenter ces dernières images et plus globalement la tournée africaine de Barack Obama. Bonsoir, vous êtes chercheur et spécialiste de ce qu'on appelle la Chine-Afrique.
Le vœu du président américain de nouer des partenariats économiques, énergétiques, est-il déjà trop tardif quand on sait que la Chine a construit des routes, des ports et des stades de football en Tanzanie? Et c'est juste un exemple. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire, évidemment, mais le fait que l'Amérique ait déserté pendant longtemps le champ économique pour se consacrer principalement à la lutte contre le terrorisme à partir du 11 septembre 2001 a fait qu'elle a perdu du terrain par rapport à d'autres acteurs qui ont pris une longueur d'avance, en particulier la Chine. Le fait qu'aujourd'hui les États-Unis veulent rattraper ce terrain perdu pour ne pas être en reste par rapport à l'émergence du continent africain, c'est peut-être une bonne démarche, mais on peut penser que les États-Unis, aujourd'hui confrontés à un endettement massif, confrontés à une désunion qui fait que c'est un État qu'on peut appeler les États désunis d'Amérique, du fait de la division, du clivage à l'intérieur du pays, tout cela fait que ce sera difficile face à un capitalisme éclaté américain qui fait face à un capitalisme d'État venant d'États nouveaux du Sud. Cela fait que les États-Unis sont dans une posture qui n'est pas aussi avantageuse pour leur compte. Les États-Unis peuvent-ils apporter une relation plus gagnant-gagnant à l'Afrique que les Chinois? Écoutez, même dans la rhétorique, les États-Unis sont quelque part dans une logique sudiste. Ils ne sont plus les leaders conceptuels. On les voit reprendre la rhétorique de la Chine gagnant-gagnant. Ils sont en train de vouloir organiser l'année prochaine un sommet États-Unis-Afrique, alors que cela a été fait par la Chine-Afrique, naturellement, par l'Europe, l'Afrique en l'an 2000, par la Turquie et l'Afrique, par la Corée du Sud et l'Afrique, par l'Inde et l'Afrique. Tout cela montre qu'il y a quand même un problème du côté des États-Unis. C'est comme si nous avons un pays qui ne connaît plus l'Afrique, qui ne sait pas identifier les partenaires et qui arrive sur ce continent en position de faiblesse aujourd'hui, n'ayant plus l'aura qu'il avait du fait de son extrémisme dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans son incapacité à résoudre les problèmes. Même les 15 milliards de dollars, 7 milliards d'une part apportés par les États-Unis et en tant qu'État, mais 9 milliards qui viendront en plus de la part du secteur privé pour lutter contre les problèmes d'électricité sur le continent africain. Tout cela arrive alors que d'autres États ont déjà fait des annonces dans ce secteur. Par exemple, la Chine a déjà lancé en Éthiopie le projet Renaissance électrique qui est le plus grand sur le continent, plus grand que celui que les États-Unis ont annoncé, et que le Japon, le mois dernier, a annoncé également qu'il allait mettre 24 milliards d'euros, 32 milliards de dollars pour renforcer des problèmes d'électricité et d'infrastructures sur le continent africain. Merci, je pense Adama que les États-Unis sont en retard. Merci. Donc vous dites que les États-Unis sont en retard et vous rappelez que l'Afrique est un terrain de convoitise pour de nombreux pays. Alors, autre actualité africaine, Sonia, le plus grand producteur de pétrole du continent, le Nigeria, est le théâtre de grève nationale en ce moment. La grève à l'appel du NUPENG, un des principaux syndicats du secteur, en est à son 2e jour. Première conséquence de longues files d'attente aux postes à essence de Lagos, Kano et Abuja. Les grévistes dénoncent l'exploitation des travailleurs par les compagnies étrangères. Alors le problème, c'est que les expatriés sont mieux payés ? La grande multinationale Shell a répondu que non, qu'elle ne pratiquait pas de discrimination, sans donner, Pierrick, plus de détails. Et donc il y a un autre problème dénoncé par les syndicats ? Le vol de pétrole, il représente 10% de la production. C'est énorme. Voici un aperçu de quelques actes de sabotage de pipeline ou encore de sites illégaux. Récit de Nicolas Germain. Une raffinerie illégale au Nigeria. Celle-ci a été abandonnée, mais le vol de pétrole est en nette augmentation. D'importants oléoducs sont sabotés. En tout, 10% de la production nationale serait siphonnée. Selon les experts, c'est le plus souvent l'œuvre de gangs internationaux qui vendent le pétrole sur le marché mondial avec le soutien d'hommes politiques véreux. Certaines ONG comparent le pétrole nigérian aux diamants dits de sang d'autres pays africains. Une fois que l'on a pu établir le lieu d'origine des diamants, on a pu sensibiliser les acheteurs, leur dire que c'était des diamants de sang, que des gens mourraient pour qu'eux possèdent ces diamants. C'est exactement la même chose avec le pétrole volé ici. Les vols ont aussi des conséquences désastreuses pour l'environnement du premier producteur de pétrole d'Afrique. Les raffineries illégales fuient et inondent rivières et champs.
Nous n'avons pas d'argent, alors nous buvons l'eau de cette rivière. Si vous avez de l'argent, vous achetez de l'eau minérale. Certaines raffineries illégales sont de très petite taille. Elles ont été mises en place par des villageois. Ils disent qu'ils ne font qu'imiter, à leur échelle, les hommes politiques influents du pays, qui, selon eux, volent le pétrole et profitent des ressources de leur région. Voilà donc pour ce point très complet sur l'actualité africaine. Merci beaucoup Sonia. Restez avec nous, Paris Direct, ce n'est pas fini. Dans un instant, 2 nouvelles heures d'information en direct avec Aude Le Christ, le point complet sur l'actualité internationale. Restez sur France 24, merci de votre fidélité.